Les limites planétaires, c'est hyper inquiétant parce qu'on est à 3,4 milliards d'humains qui ont, pendant plus d'un mois dans l'année, qui n'ont pas accès sécuritairement à un accès à l'eau. On est à la moitié presque de la planète qui vivent une rupture d'approvisionnement d'eau de 1 mois par année. C'est directement lié finalement à l'assèchement des continents et à la façon qu'on a aménagé le territoire et à la surutilisation dans l'agriculture. Évidemment, l'eau aussi, le manque d'eau va nuire à l'approvisionnement en aliments, donc va générer nécessairement aussi des famines qui vont avec. Non? Bonjour et bienvenue dans Terroir fertile, le balado qui donne la parole à celles et ceux qui pratiquent et pensent notre territoire alimentaire autrement. Je m'appelle Christelle Fournier et dans chaque épisode, on part à la rencontre de chercheurs ou de praticiens dans un but et un objectif commun, améliorer nos pratiques dans tout ce qui est système alimentaire. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube ou partager pour faire découvrir nos invités ou vous abonner. Vous pouvez aussi contribuer via Patreon pour nous aider à en faire plus et à payer comme ça le tournage et les personnes sur le tournage. D'ailleurs, je veux remercier Ivan Arturo et Charlotte Gandin qui sont là actuellement, sans qui ça serait pas possible. Aujourd'hui, on reçoit Rebecca Pétrin. On est au parc de l'île de la Visitation à Montréal et puis on va parler d'eau. Rebecca, bonjour. Tu es la directrice de Eau Secours, un organisme qui fait de la protection et de la gestion responsable de l'eau, qui a commencé à Montréal, qui a 25 ans, je crois. Quand on parle d'eau douce, on se dit le Québec, c'est le lieu de l'eau douce dans le monde. On voit mal, comme ça, vite fait, a priori, qu'est-ce qu'on a à protéger. Et puis, en parallèle, on est en train de nous parler de sécheresse printanière. On voit des inondations de partout. Cet été, on est en 2025, on est le 15 juillet 2025. Encore hier, il y a eu des crues incroyables à Montréal. Donc en fait, on va passer un petit temps avec toi pour parler la question de l'eau, la question de l'alimentation, parce qu'elles sont très interconnectées, et puis aussi la question éventuellement des communs. Est-ce que l'eau est un commun? Puis juridiquement, ça veut dire quoi tout ça? Le balado va se passer en 4 parties. Donc on va d'abord te découvrir via les racines. Ensuite, on va aller dans le terreau pour découvrir un petit peu vraiment tout ce vocabulaire derrière. On connaît très peu l'eau, donc tu vas nous présenter sur un tableau un petit peu tout ça. Puis on va aller un peu dans les floraisons pour la 4e partie qui est finalement on fait quoi, c'est quoi qui se passe sur le terrain. Pour finir avec les récoltes, demain on s'en va où? Ça fait quelques années qu'on se connaît, très peu, on se croise professionnellement. On va passer 1h30 ensemble et puis je voulais commencer direct dans le sujet. Est-ce que tu peux te présenter en remontant depuis une de tes grand-mères? Bonjour Christelle, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir vous parler d'eau aujourd'hui, surtout que le lien avec l'agriculture est tellement important aussi pour moi. Donc oui, je peux partir de mes racines personnelles. Je ne parlerai pas d'une grand-mère, mais je vais parler d'un grand-père. Donc le père de mon père, M. Emmanuel Pétrin, qui a détenu en fait le record au Québec de la personne qui s'est présentée le plus souvent à des élections. Donc municipales, provinciales et même fédérales. Il a gagné seulement des élections municipales, mais quand même, on voyait en fait déjà dans sa personnalité que c'était quelqu'un qui voulait défendre des intérêts. Il avait choisi la voie de la politique, chose que je n'ai pas choisie, mais j'ai gardé sa conviction que on devait poursuivre en fait la défense collective des droits, qu'on devait prendre parole publiquement pour appuyer en fait ce que nous on croit qui est important. Donc vraiment pas aller vers le côté de l'acceptation. J'ai cette fougue-là de mon grand-père. Donc Monsieur Emmanuel Pétrin qui m'a transféré ça. Voilà. C'est super comme histoire de famille. Je voulais justement te demander si tu te considérais comme militante, puis je vais la poser tout de suite. Est-ce que tu te vois comme militante, éco-citoyenne, lobbyiste? Un peu des deux, donc éco-citoyenne et militante. Pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est de montrer l'exemple, donc de faire déjà ce qu'on croit être le mieux. Faut vraiment vivre en adéquation avec ses valeurs. C'est pas toujours facile dans un monde de contradictions dans lequel on est, mais faut vraiment revenir toujours à la base. Si l'écologie, le bien commun, les relations humaines sont quelque chose d'important, de toujours s'y ramener. Et le militantisme, pour moi, c'est vraiment la profession que j'ai décidé de faire, donc de vraiment défendre les valeurs pour lesquelles je crois qu'ils sont les plus importantes. Et à chaque jour, je me dis que c'est merveilleux en fait d'être payé pour faire ce travail-là. Dans d'autres pays, les gens qui font la même chose que moi sont
sont souvent tués, en fait, ou même mis en prison parce que ça vient déranger finalement les gouvernements. Donc, au Québec, au Canada, on a le droit, en fait, d'exprimer nos points de vue. Donc, je suis très contente, en fait, de pouvoir être éco-citoyenne et militante en même temps. En ayant ce travail-là. Normalement, à nos invités, on leur demande leur histoire alimentaire. Puis en fait, j'ai envie de te demander ton histoire autour de l'eau. Autant sur la table, parce que j'imagine qu'il y avait de l'eau aussi à table, que dans ton environnement. C'est quoi ton histoire depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui autour de l'eau? Je suis originaire du Témiscamingue. Donc, mon grand-père, Emmanuel Pétrin, était au Témiscamingue et toute la famille à mon père est établie là-bas. C'est là que j'ai passé mon primaire et mon secondaire. Donc, c'est une région très fertile, très agricole. On se l'imagine mal parce qu'on lit cette région-là à l'Abitibi, mais elle est très différente. Il y a un microclimat qui se situe vraiment autour du lac Témiscamingue. Donc, ce lac-là a eu une place importante dans mon enfance parce que c'est l'identité même, en fait, du secteur qui est là-bas. Par contre, on n'était pas une famille, en fait, qui avait un chalet sur le bord du lac. On n'était pas porté à avoir des activités estivales nécessairement autour de l'eau. On a eu, ma famille, la première piscine, en fait, de notre village. Donc, ça m'a valu beaucoup d'amis en période estivale. Donc, c'est un petit village et il n'y avait pas de piscine publique, donc c'était l'attrait. On a vraiment bien profité de ça, mon frère et moi, pendant notre jeunesse. Et en parallèle, j'ai effectué près d'une dizaine d'années de compétition de natation. Donc, pour moi, l'eau, c'était plus un lieu de défi, de performance, de compétition. Donc, encore aujourd'hui, quand je saute dans un lac, j'apprécie la fraîcheur et les grandes étendues, mais il y a quelque chose qui vient chercher en moi le besoin de nager toujours plus loin. C'est resté. C'est resté. Et puis, ton parcours, finalement, pour arriver jusqu'à Au Secours, c'est... En fait, j'ai étudié en biologie, puis suite à mon bac en biologie, je me demandais vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'étais en train de réaliser que le milieu de la recherche n'était pas vraiment le secteur dans lequel j'avais envie de me retrouver pour les prochaines années. Donc, j'étais vraiment à la quête là, de savoir quoi faire. En suivant des cours du soir à l'UQAM, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert un poste comme agent de liaison au CRE Laurentides, donc le Conseil régional en environnement de Laurentides. J'ai été pendant un été de temps agente de liaison pour la protection des lacs dans une petite municipalité au nord des Laurentides. Et puis pendant un été, je me suis promenée sur le territoire à rencontrer les citoyens, discuter avec eux, quoi faire, quoi ne pas faire pour protéger leurs lacs, rencontrer la municipalité. Et là, ce fut un coup de foudre. J'ai tellement adoré parler avec les gens, puis je me suis rendu compte, en fait, que les citoyens peuvent en faire énormément de leur côté, et puis qu'il y a tellement d'outils offerts via les municipalités, via le gouvernement pour protéger, parce qu'en fait, on a acquis beaucoup de savoir au Québec sur la protection des lacs, des cours d'eau. Donc, j'ai été fascinée, en fait, de découvrir cet environnement-là. Ça m'a poussée à m'inscrire à l'Université de Sherbrooke pour la maîtrise en gestion de l'environnement. Par la suite, j'ai toujours travaillé dans le milieu communautaire, mais dans différentes organisations, et j'ai finalement appliqué pour le poste chez Au Secours qui se libérait. Je ne peux pas dire que j'ai choisi volontairement le parcours de l'eau, mais finalement, naturellement, un peu, c'est comme si ce parcours-là m'avait choisi. Et puis, je vois avec les années que c'est vraiment en suivant un fil naturel que je suis revenue sur le domaine de l'eau. J'imagine que tu as dû comme apprendre, il y a une partie d'autodidacte, parce que l'eau, à la fois, je sais même pas en maîtrise en environnement à quel point ils en ont parlé, c'est comme si on l'avait autour de nous tout le temps, mais il y a des cours spécifiques en eau. Tu as dû auto-apprendre beaucoup de choses, j'imagine? Si je devais refaire mon bac, probablement que je le prendrais pas en bio, mais justement beaucoup plus avec un lien direct avec l'eau. Effectivement, j'ai été beaucoup autodidacte parce que j'avais pas envisagé me plonger autant. Les références sont nombreuses sur le cycle de l'eau, l'hydrogéologie, tout. Donc oui, depuis le début de mon mandat, je me suis beaucoup attardée à lire des ouvrages de référence sur l'eau, ne serait-ce que la Constitution du Canada, donc le partage des compétences fédérales, provinciales qui gouvernent de l'eau, super compliqué.
Mais ce qui est intéressant d'apprendre en fait avec des ouvrages de référence comme ça, c'est que on est toujours en découverte de quelque chose de nouveau. Puis je me suis retrouvée vraiment plongée dans l'innovation qui entoure l'eau parce que c'est pas les bancs de l'école en fait qui me l'ont montré, mais c'est vraiment les récentes découvertes et ce qu'on voit, ce qui s'applique ailleurs. Donc comment est-ce qu'on peut le voir aussi au Québec. Donc on est entouré aussi de spécialistes au Québec, donc je fais souvent référence à ces gens-là pour vraiment m'aiguiller dans tout ce qui est contenu en lien avec l'eau. Merci. Je propose qu'on parte justement dans des définitions, donc dans la partie terreau. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'eau douce? C'est quoi l'eau douce dans le monde? On sait qu'il y a de l'eau salée, qu'il y a de l'eau douce, mais on a appris notre petit cycle de l'eau à la base à l'école, mais c'est à peu près tout. Est-ce que tu peux nous faire un état un petit peu du monde? Oui, certainement. Donc, il y a 97,5% de l'eau sur la planète qui est de l'eau salée. Donc, tout ce qui est océan, mer, il y a certains lacs aussi intérieurs là, qui sont salés. Donc, 97,5%. Ça ne laisse que 2,5% de l'eau qui est dite douce, donc non salée. Du 2,5% de l'eau douce qu'il y a sur la planète, la très grosse proportion est de 69% pour les glaciers et les neiges éternelles. Donc vraiment, là, la très grosse proportion de l'eau douce nous est stockée sous forme de glaciers. Du 31% qu'il reste, c'est 30% en réserve d'eau souterraine. Donc c'est de l'eau qu'on ne voit pas, qui est vraiment sous nos pieds, très profond ou parfois un peu plus à la surface. Et du 1% qui reste de l'eau douce, c'est lacs, rivières, eau atmosphérique, l'eau qui est présente naturellement dans le sol, donc l'humidité du sol, et tout ce qui est biotope. Parce que le corps humain est composé à 70% d'eau, les végétaux qui nous entourent aussi, donc tout ça fait partie du 1% restant. Donc on peut s'imaginer avec les grands étendues d'eau qu'on a ici, ça représente même pas 1% de l'eau douce mondiale. C'est vraiment tout ce qui est glacier et eau souterraine là, qui est beaucoup plus surreprésenté. Et ces eaux qui sont en train de fondre d'ailleurs, quand on parle des grands glaciers, etc., c'est de l'eau qu'on est en train de perdre parce qu'elle va directement dans les océans, c'est ça? En fait, les glaciers qui fondent ont toujours fondu, mais sous une certaine proportion, alimentent la grande majorité des grands fleuves là, de ce monde. Donc, on peut imaginer l'ensemble de l'Asie prend naissance dans la chaîne de l'Himalaya. Les grands fleuves des Amériques du Nord et du Sud prennent également naissance dans les chaînes montagneuses. Donc, quand on a une augmentation de la fonte des glaciers, ces rivières-là se gonflent massivement jusqu'au moment, en fait, où le glacier sera complètement fondu. Bien là, les rivières vont être à sec. Dans la question de l'eau, on parle aussi des bassins versants. C'est quoi un bassin versant? C'est quoi les bassins versants du Canada? Je crois qu'il y en a pas beaucoup finalement. C'est très important justement quand on parle d'eau de se référer à un bassin versant. Donc le bassin versant, c'est une limite géographique qui délimite en fait l'endroit où quand l'eau tombera sous forme de pluie va ruisseler jusqu'à une rivière. Donc on peut voir ça un peu comme un entonnoir difforme. Donc, si un orage passe, toute l'eau qui ruisselle dans un certain secteur va converger vers une rivière. Donc, ici, on a la rivière des Prairies qui fait partie, en fait, du bassin versant du fleuve Saint-Laurent parce qu'elle s'écoule vers le fleuve Saint-Laurent. Et ce bassin versant-là du fleuve Saint-Laurent, c'est le plus important du Québec. Donc, il concentre l'ensemble du sud du Québec. Sa délimitation va jusque de la Côte-Nord jusqu'en Abitibi. Donc, entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, la ligne de partage des eaux se fait. Donc, la ligne de partage des eaux, c'est le point géographique élevé qui fait que d'un côté d'une montagne, l'eau va ruisseler vers le nord du Québec, tandis que du côté sud, va ruisseler sa finalité vers le fleuve Saint-Laurent. Quand on tente, en fait, d'assurer une bonne gestion de l'eau, il faut considérer l'ensemble du bassin versant parce que toute l'eau qui va être puisée dans le nord du bassin versant va nécessairement laisser moins d'eau pour les usages du sud. Et pareillement, s'il y a une source de contamination dans le nord du bassin versant, la contamination peut ruisseler jusqu'au sud également. Donc, c'est important de vraiment prendre en considération tous les impacts qu'il peut y avoir dans un même bassin versant si on veut, disons, améliorer la qualité d'eau ou s'assurer d'avoir suffisamment d'eau pour tous les usages.
Parce que j'imagine que les humains, on a vraiment urbanisé de partout, et ce qui fait qu'on a essayé de maîtriser toute cette chaîne de partout sur la planète, c'est ça? En fait, on n'a pas développé en fonction du bassin versant. On se retrouve en fait à assurer une gestion par bassin versant parce qu'on a développé au travers. Donc, on essaie de conjuguer finalement tous les usages maintenant avec une gestion intégrée par bassin versant. Sauf que l'humain, quand il est arrivé au Canada, dans ses débuts, n'a pas réfléchi en matière de bassin versant. C'est que les cours d'eau, en fait, étaient les voies d'accès au territoire. Donc, les principales villes se sont créées le long du fleuve Saint-Laurent lorsque les gens sont arrivés finalement par la mer. Et par la suite, on est entré tranquillement à l'intérieur des terres. Ce qu'on remarque maintenant, aujourd'hui, au Québec, c'est que la densité de population se situe majoritairement, en très forte majorité, dans le sud du Québec, alors que la très grosse proportion de l'eau coule vers le nord du Québec. Donc, il y a aussi cet enjeu-là à avoir aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le Québec est propriétaire de 3 % de la ressource en eau douce du monde, ce qui est vraiment très élevé vu qu'on n'a pas 3 % de la population. Mais la grande majorité de cette eau-là s'écoule vers l'océan Arctique dans le nord, la baie d'Hudson. On doit finalement se contenter pour les usages urbains, agricoles et industriels du bassin versant du fleuve Saint-Laurent, donc les eaux qui s'écoulent vers le sud et finalement vers le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est la même réalité au niveau du Canada. Il y a 5 gros bassins versants au Canada et 3 de ces 5 bassins versants-là s'écoulent vers le nord, alors que les grosses villes, Toronto, Vancouver, Montréal, sont dans le sud du Canada. Donc, quand on parle d'accès à l'eau, il faut y avoir l'eau en qualité suffisante, en quantité suffisante également, et accessible, donc, aux lieux là où on en a besoin. Les bassins versants au Québec, dans les principales rivières, disons qu'on prend le nord du fleuve Saint-Laurent, donc s'écoule du nord vers le sud, et le portrait général là, qu'on pourra en tirer, c'est que dans le nord des bassins versants, on a de l'industrie minière, couplée à de l'industrie forestière. Donc, ce type d'industrie-là va s'accaparer une grosse quantité d'eau, mais également rejeter certains types de contaminants, altérer également le territoire. Donc, il pourrait y avoir des changements là, sur le cycle naturel de l'eau. Et au sud, en fait, de ces secteurs-là, on commence à voir l'agriculture. Donc, quand on arrive dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, c'est le secteur agricole qui prédomine au travers des grands pôles urbains, donc l'urbanisation du sol. Quand on assure une gestion intégrée par bassin versant, il faut voir que des usages de un à l'autre, qu'on arrive quand même à la toute fin de la rivière, sur le bord des villes, en fait, avec de l'eau en suffisamment bonne qualité et en quantité suffisante pour les besoins humains. Donc, comment prendre des décisions en amont pour assurer l'accès à l'eau en aval. Oui, c'est le multi-usage parce qu'elle circule cette eau, en fait, au fond. Et on veut qu'elle circule, de ce que je comprends. On veut qu'elle circule, donc nécessairement l'eau suit un cycle. Donc on se plaît à dire que les dinosaures ont bu la même eau que nous, et c'est vrai, c'est toujours la même eau qui est sur Terre, et elle se déplace massivement, cette eau-là, via le cycle de l'eau. Donc c'est important de prendre conscience de ça parce que si on diminue nos impacts sur l'eau en amont d'un bassin versant, ça va juste nous en coûter moins cher en aval de la traiter pour d'autres usages. Donc, bien prendre conscience que tout ce qu'on jette dans l'eau va avoir un impact sur lequel on va devoir agir plus tard. Et justement, est-ce que tu peux nous parler des cycles de l'eau? Tu me disais qu'il y avait un grand cycle de l'eau et un petit cycle de l'eau. Effectivement, en fait, le cycle de l'eau, c'est quelque chose qui tourne. Donc, c'est de l'eau, en fait, qui change de forme et qui change de lieu. On dit petit cycle de l'eau, de grand cycle de l'eau, mais dans les faits, c'est quelque chose qui est très graduel. On pourrait y avoir un cycle de l'eau dans notre cuisine. Donc, on met une casserole sur le feu pour faire bouillir des pâtes. L'eau bout, elle va se transformer en vapeur d'eau, aller condenser sur une fenêtre qui est froide, ruisseler et tomber sur le plancher, finalement se réévaporer. Bon, on pourrait avoir un petit... C'est vrai qu'on le vit. On peut en avoir un à l'échelle d'une ville et à l'échelle d'une région et finalement à l'échelle planétaire. Donc, pour simplifier, on dit le petit et le grand cycle de l'eau, mais dans les faits, c'est quelque chose qui est très continuel et très fluide. Donc, ça varie énormément dans la rapidité dans laquelle
ça prend forme. Donc, qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau petit? C'est celui qu'on pourrait voir, disons, à l'échelle d'une ville. Donc, on a de la végétation, des plans d'eau qui reçoivent la chaleur du soleil. Donc, de l'eau va s'évaporer, soit des plans d'eau, soit de la végétation. On parle alors d'évapotranspiration. Elle va monter sous forme de vapeur d'eau, aller rejoindre la masse de nuages ou l'humidité finalement ambiante. À la tombée de la nuit, la température se rafraîchit. Incapable de rester sous forme de vapeur, l'eau va retomber sous forme de condensation, qui va créer la rosée, et ainsi de suite, remonter. Quand on a un cycle de pluie, en fait, la pluie qui tombe au niveau du sol a le choix, soit qu'elle ruisselle sur le dessus pour aller rejoindre des cours d'eau et lacs, rivières et finalement l'océan, ou elle trouve un sol meule qui va l'absorber et tranquillement pourrait aller migrer jusqu'à nos réseaux d'aquifères, donc l'eau souterraine qu'on ne voit pas mais qui est très, très, très présente, jusqu'à un nouvel usage, en fait, qui va la ramener sous forme de vapeur d'eau. La distinction avec le grand cycle de l'eau, c'est que la masse d'eau qui s'évapore dans le grand cycle de l'eau provient des océans et va faire une couche de nuages en beaucoup plus haute altitude et généralement nous apporter les ouragans et les conditions météorologiques qu'on nomme extrêmes. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau, donc celui vraiment à l'échelle plus planétaire. Et de ce que j'entends là, de ce que tu nommes par rapport juste, on reviendra à toute la question de l'alimentation, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre un peu tout ça avant d'aller là-dedans. Mais finalement, ce qu'on observe en ce moment, on observe comme des fortes pluies, des tempêtes localisées, donc ça viendrait plus du grand cycle de l'eau. Et puis ensuite des inondations, donc ça veut dire petit cycle de l'eau, ça ruisselle à ce moment-là, ça y cohabite, c'est ça? La relation entre les deux, effectivement. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que trop souvent, l'agriculture telle qu'on l'a développée dans le dernier siècle et l'urbanisation ont imperméabilisé nos sols. Donc, on a créé des sols imperméables, donc l'asphaltage, le bétonnage. On a également compacté les sols, donc en milieu agricole, c'est un enjeu majeur, la compaction des sols et l'assèchement, parce que en drainant massivement les terres, on a créé l'assèchement des sols et tous ces sols-là ne sont pas aptes à retenir l'eau lorsqu'il pleut de façon drue. Donc, un sol sec ne retient pas l'eau, un sol compact ne retient pas l'eau et ça favorise finalement le ruissellement en surface. Donc, ce qu'on réalise, c'est que oui, on a plus d'eau, on a plus de pluie en fait qui tombe au sol, mais on n'a pas la capacité de retenir l'eau là où elle a tombé dans nos environnements. Donc, nécessairement, l'eau va aller rapidement dans les rivières, rapidement dans le fleuve et aller rejoindre l'océan. Qu'est-ce que ça cause? Des inondations. Donc, si on n'est pas en mesure de conserver l'eau au niveau du sol, l'eau fait gonfler les rivières rapidement, arrache tout sur son passage, crée les érosions pour aller rejoindre la mer. Et laisse derrière un sol sec. Donc, lorsque le soleil ressort suite à la pluie, n'ayant pas d'humidité à faire évaporer, la végétation se retrouve rapidement sec. Et c'est pourquoi on essaie de plus en plus entre un cycle de sécheresse et d'incendie, des feux de forêt, et des inondations au même moment. Qu'est-ce qui est important, en fait, pour renverser ça? C'est de ramener le petit cycle de l'eau, donc d'essayer de conserver au maximum l'humidité, donc la pluie au niveau du sol, là où elle tombe. Comme ça, lorsque la pluie est terminée et que le soleil ressort, on refavorise l'évaporation naturelle et l'humidité ambiante qui va nous rendre aussi moins vulnérables au gros cycle de l'eau qui provient des océans. Donc, le petit cycle de l'eau est aussi considéré comme un tampon aux phénomènes météorologiques qui proviennent des océans. Oui. Donc, c'est vraiment indispensable. Les milieux naturels, les milieux humides, tout ce qui est brise-vent aussi, parce que le vent est un facteur d'assèchement important, surtout en milieu agricole. Donc, les grands étendus laissés ouverts favorisent la sécheresse via le vent. Donc, c'est de protéger un maximum du rayonnement solaire et des vents en conservant un maximum de milieux naturels. Quand tu parles d'assèchement des sols, juste pour qu'on s'imagine, pour celles et ceux qui nous écoutent puis qui voient mal, je le vois comme justement une plante qu'on a chez soi, qu'on n'a pas arrosée assez souvent et quand on lui verse de l'eau, la terre est tellement sèche que ça ruisselle dessus et on se dit « Ah, c'est bon, elle est arrosée », alors qu'en fait, elle a pas absorbé rien du tout d'eau.
parce que la terre a plus cette capacité de rétention d'eau, qui est due aussi au côté vivant du sol, c'est ça? Je sais pas si je... En fait, il y a plusieurs choses. Un sol à nu qui manque de racines, qui manque de végétation, va également laisser passer l'eau plus rapidement. Donc, ça prend des racines, ça prend de la végétation, ça prend un réseau de densité aussi pour que l'eau puisse être contenue. Le feuillage des plantes également est important pour ralentir la chute de l'eau et la conserver. Une pelouse verte, bien tondue, n'est pas une bonne matrice pour retenir l'eau. Donc, on le voit aussi sous l'effet d'une pluie intense. Si la pelouse est trop courte et trop compactée, l'eau va seulement ruisseler aussi sur le dessus. Donc, ça prend un sol aéré, riche en minéraux, en fait, qui vont permettre de retenir l'eau, mais également une humidité attire l'humidité. Donc, c'est plus facile pour le sol de retenir l'eau s'il y a déjà une certaine fraîcheur et humidité dans le sol. Là, on voit direct l'usage complet en agriculture, en production agricole. Puis, il y a aussi une autre chose, c'est que, de ce que j'ai compris, le gaz à effet de serre le plus important, c'est la vapeur d'eau. On n'en parle jamais, donc on nous parle toujours de CO2, etc. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer pourquoi c'est important ou pas, en fait, et pourquoi on n'en parle pas? C'est vrai que le gaz à effet de serre numéro 1, c'est l'eau et on l'a jamais trop inclus, en fait, dans les calculs de GES parce que c'est quelque chose qui varie vraiment beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc, c'est pas comme le carbone, en fait, ça a vraiment tendance à se concentrer sur certaines régions où c'est très humide et en avoir moins dans des lieux où c'est plus sec. C'est juste, en fait, que je me disais, c'est quelque chose qu'on va ressentir avec quand on parle de il fait chaud et l'humidité est forte. On voit bien c'est plus compliqué qu'une chaleur sèche humainement, mais ça veut dire que ça a un impact sur nos végétaux aussi, ça a un impact sur les autres vivants qui partagent. Voilà, quand on parle d'agriculture, on peut aussi parler de nos vaches, nos porcs, nos poulets qui vivent cette vie-là aussi. Et puis, donc en fait, c'est ça aussi, c'est juste l'eau fait aussi partie de ceci en fait, c'est qu'on l'accélère, cette histoire de vapeur, de contact de vapeur et... En fait, en éliminant les milieux naturels, notamment les végétaux, qui nous permettent de garder beaucoup d'humidité au sol, et dans ces végétaux-là, on démarre en fait une journée ensoleillée avec moins d'eau. Et en ayant moins d'eau, on a moins de capacité aussi de refroidissement, parce qu'une chose qu'on oublie, c'est que l'eau qui s'évapore est un évacuateur important de chaleur. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait plus frais sous un arbre que sous un toit ou une bâche, disons, en plastique? C'est que l'arbre évapotranspire de l'eau. Donc, il prend de l'eau sous forme liquide dans ses feuilles et pour faire évacuer finalement la chaleur, tout comme l'humain aussi transpire pour évacuer sa chaleur. En fait, il transforme l'eau liquide sous forme de vapeur. Et pour faire cette transformation-là, ça prend de l'énergie et il utilise l'énergie chaleur, donc calorifique, présente dans l'environnement. Ah, c'est génial. un arbre qui est bien saturé en eau au début de sa journée, peut évaporer entre 400 jusqu'à 500 litres par jour sous l'effet de la chaleur du soleil. Toute cette eau-là qui est évaporée apporte avec elle une grosse charge en énergie, en chaleur. C'est ça l'effet du refroidissement, en fait, d'un milieu naturel. Donc, l'effet de fraîcheur qu'on a en forêt, c'est l'évapotranspiration qui nous le permet. Donc, si on conserve beaucoup d'eau sur notre territoire, bien, on permet ça et ça nous permet d'avoir des journées qui ne sont pas démesurément trop chaudes. Le pauvre arbre qui est coincé en plein milieu d'un boulevard bétonné, mur à mur, n'aura pas le même pouvoir de rafraîchissement parce que, et de un, il ne sera pas saturé d'eau, il va manquer d'eau. Et de deux, il y a beaucoup trop de chaleur dans son environnement. Il ne pourra pas refroidir finalement toute la quantité de chaleur qui a été accumulée dans le béton au courant des journées avant. Donc, ça prend un bel équilibre entre la végétation pour permettre le refroidissement quotidien et l'approvisionnement en eau et nos usages. Donc, vraiment de ramener les milieux naturels va nous permettre de conserver des journées moins chaudes puis de ralentir finalement le réchauffement et la sécheresse autour de nos parcelles agricoles et de nos villes.
Oui, parce qu'on a enlevé les arbres aussi dans nos parcelles agricoles. Ils sont à nu, donc la terre ne prend plus l'eau. On draine, c'est ça, hein, on draine sous les champs. Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Mais en fait, connais un peu la question du drainage? Pour prolonger la période de croissance dans les champs, on voulait évacuer les eaux rapidement au printemps parce que plus vite les champs sont secs, plus vite les agriculteurs peuvent aller ensemencer et commencer leur production agricole. Mais en évacuant ces eaux-là, sans l'utilisation de bassins ou de quelconque lieu, en fait, pour capter ces eaux-là, on fait fuir dès le printemps l'eau auquel on aurait besoin pendant la période estivale. Donc, il faudrait revoir la façon qu'on évacue nos eaux printanières parce que, incessamment pendant l'été, on aura besoin d'irriguer nos terres parce que les terres n'étaient pas faites pour être drainées aussi rapidement au printemps. Donc, des modèles de micro-bassines, là où les usagers en ont besoin pour retenir les eaux de pluie, retenir les eaux printanières, pourrait être une solution, en fait, à l'agriculture de demain pour pallier justement à ce manque d'eau et à l'accentuation des températures là, en période estivale là, et des périodes de sécheresse. En fait, c'est ralentir la circulation de notre eau qui tombe, de ce que je comprends. Et c'est parce que quand tu nous parles de bassin, on pourrait penser aux méga-bassines en Europe, puis c'est pas du tout ça que tu es en train de suggérer. C'est juste Non, du tout, parce que la problématique de la méga-bassine qu'on voit poindre en Europe, et de un, c'est des infrastructures qui sont très coûteuses et qui mettent à nu aussi l'eau pendant les périodes estivales. Donc, on peut perdre jusqu'à 50% de l'eau en la laissant s'évaporer sous l'effet de la chaleur. Donc, ici, ce qui est important, c'est de voir ça à petite échelle. Nos bassines devraient être justement entourées de milieux naturels qui vont permettre de retenir ces eaux-là à l'ombre, qui va permettre d'être un lieu aussi de biodiversité pour ramener la faune et la flore entourant ces milieux naturels-là, servir de corridor écologique également, peut-être pour joindre les milieux naturels un à l'autre et approvisionner en eau les agriculteurs. Le but, ce n'est pas non plus d'utiliser de l'eau de rivière, de lac ou de l'eau souterraine pour remplir ces bassins-là. Le but, c'est vraiment de retenir l'eau pendant la fonte printanière et pendant les épisodes de pluie intense, même en période estivale. Donc, on veut pas détourner l'eau de d'autres usages à des fins agricoles. On veut vraiment retenir l'eau lorsqu'elle nous tombe du sol. Parce qu'au final, l'eau est indispensable. Donc, pourquoi est-ce qu'on la laisse partir aussi rapidement quand elle nous tombe du ciel? On a juste à trouver des solutions de proximité pour la conserver là où on en a besoin. La question agricole et le lieu avec l'eau, j'imagine ça cohabite, on a besoin d'eau pour faire de l'agriculture. Tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire de l'humanité, sans prétention, autour de l'agriculture et de l'eau? Je peux en tirer des grandes lignes. Je ne suis pas une spécialiste de ce domaine, mais il y a des faits intéressants qui doivent être nommés. Donc, l'agriculture remonte à l'époque néolithique. Donc, on parle de ses débuts 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait quand même une paire d'années. Les premières traces, finalement, d'agriculture à cette époque, c'était dans ce qu'on appelait le croissant fertile. Donc, on se situe dans le Moyen-Orient, donc Égypte, Syrie jusqu'à la Mésopotamie. Et ce qu'on réalise finalement, c'est qu'effectivement, l'agriculture a pris naissance là où il y avait accès à l'eau. Donc, rapidement, les gens ont compris que s'ils voulaient planter du blé, puis faire croître le blé, ils devaient l'arroser. Donc, les points d'eau étaient des lieux névralgiques pour faire naître l'agriculture. Après, ce que l'histoire nous montre, c'est que l'humain, dès ses premières expériences d'agriculture, a défriché la nature qui était déjà présente pour se faire des parcelles d'agriculture, utiliser l'eau qui était disponible jusqu'à des sommets où sont arrivées des sécheresses, des famines et des épisodes de ravageurs, donc des insectes ou des animaux en fait qui sont venus ravager les récoltes. Et s'en est suivi en fait des déclins d'empires. Si on pense à l'Empire romain, ils utilisaient l'Afrique du Nord comme grenier, donc comme lieu d'agriculture. L'endroit vu comme le sec de la Méditerranée. C'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Donc le secteur, autant le croissant fertile que le nord de l'Afrique, sont inimaginables aujourd'hui comme étant des greniers parce que
c'est pour nous des déserts. Donc, si l'agriculture est encore possible dans ces régions-là, c'est que c'est richement irrigué par soit des eaux souterraines ou par des fleuves comme le Nil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bien, c'est une accélération de l'accaparement des ressources, notamment de l'eau, mais également du sol, pour en faire de l'agriculture, jusqu'à un épuisement complet des ressources. 10 000 ans. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'on a produit à peu près le même type d'agriculture en Europe. Donc, il y a d'énormes défis aujourd'hui encore en Europe sur la régénération des sols, l'utilisation de la ressource en eau qui est complexe. Et on voit poindre même au Québec les premiers défis quant à l'utilisation des terres agricoles et de la ressource en eau. Donc, le défi de faire concilier l'usage de l'eau et de l'agriculture existe depuis le début de l'agriculture et on fait encore les mêmes erreurs aujourd'hui de déforester, dénaturaliser complètement nos sols, de créer une agriculture qui n'est pas autosuffisante dans son apport en eau, de devoir irriguer par la suite. Donc, je crois que aujourd'hui, en 2025, on serait mûr pour prendre en compte ce qui s'est fait dans le passé pour ne pas reproduire finalement les erreurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en termes d'agriculture. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse de plus en plus en fait à comment utiliser raisonnablement l'eau pour pas en arriver finalement à une désertification des sols. Donc, il y a beaucoup d'enseignements à prendre en fait dans l'histoire de l'agriculture et de la façon que l'humain a fait ça. Et je crois que là, c'est le bon moment pour commencer à appliquer ces mesures-là. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, il y a Babylone qui était en Iran, qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus rien, je veux dire, c'est très sec. Et Babylone, on pense justement au jardin babylonien, enfin, il y a toute une histoire un peu mystique autour de cet Éden bain vert. Donc finalement, on pourrait dire que l'agriculture déplace les eaux, contribue à des enjeux de cycle de l'eau, d'assèchement des sols. C'est notre façon de faire de l'agriculture profondément. Parce que on se dit, depuis les années 70, on a de l'agriculture conventionnelle, on se dit on lutte contre ça, etc. Mais en même temps, là tu me dis, ça fait 10 000 ans qu'on a ce problème-là. Donc depuis les années 70, on l'accélère, j'imagine. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on revient à des façons d'antan, que pour autant on est en train de protéger notre eau ni nos sols, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'on faisait en 5000 ans à l'époque du néolithique, on l'a fait en 2000 ans à une autre époque, puis maintenant on va probablement le faire en 100 ou 200 ans ici. Donc, c'est vrai, l'agriculture, en fait, assèche nos ressources, assèche nos terres, dénaturalise aussi. Puis, je mettrais agriculture et urbanisation parce que souvent les deux viennent ensemble. Ben, la sédentarisation amène... Ouais, c'est exactement, ça. Les villes amènent l'agriculture. Et la grosse problématique, c'est que on déplace de plus en plus, en fait, les villes et les secteurs d'agriculture et autres secteurs économiques là où les ressources sont disponibles. Donc, on l'a vu avec les différents mouvements des empires. Donc, quand on n'a plus de ressources en place, en fait, la vie s'arrête à cet endroit-là et on se déplace là où il y a des nouvelles ressources. Mais à un moment, on ne pourra plus se déplacer. Lorsque le Québec va manquer d'eau, où est-ce qu'on pourra aller pour poursuivre l'agriculture? Ça risque d'être difficile. Donc, on a des cas, des pays qui vivent des pénuries d'eau majeures depuis plus d'une décennie, alors que 92 % de leur eau est utilisée pour l'agriculture intensive d'exportation. Donc, ces pays-là sont vraiment en train de s'assécher complètement pour maintenir une alimentation basée sur l'exportation de produits. Donc, il faut vraiment revoir, en fait, l'agriculture avec les ressources d'ici pour une alimentation d'ici, prendre en compte que ce sont des systèmes qui sont limités. On ne peut plus s'imaginer juste changer d'espace là, parce que on va devoir faire avec les ressources qui nous restent sur les continents. Là. Mais vu qu'on est comme le pays de l'eau, sinon on n'y arrive pas. On va où? On voit qu'il y a quelque chose qui se correspond à moitié là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que depuis aussi longtemps, en fait, le problème perdure, c'est que l'humain n'a jamais pris justement l'ensemble du cycle de l'eau en compte quand il a aménagé son territoire. Puis encore aujourd'hui, quand on achète une pomme qui pousse au Chili,
qu'on a transportée jusqu'à chez nous, puis on préfère choisir cette pomme plutôt que la pomme du Québec, c'est qu'on ne voit pas derrière la pomme l'empreinte hydrique, puis l'empreinte de carbone aussi que cette pomme-là a. Le consommateur ne voit pas au même titre que probablement que l'Égyptien, à l'époque, qui cultivait sa terre, ne voyait pas l'impact que ça pouvait avoir sur les territoires en aval. Donc, c'est vraiment le fait de prendre en considération l'ensemble des impacts dans un bassin versant puis sur un cycle de l'eau qui va nous permettre, en fait, de poser des gestes sans nuire, finalement, aux personnes en aval ou aux générations futures. Donc, en fait, quand je suis en train de manger ici une orange de Californie, je bois l'eau de Californie, en fait, aussi. Oui. Je déplace mon eau. Oui, et on boit l'eau que le Californien n'aura pas, parce que dans beaucoup de cas, s'il y a une pénurie d'eau là-bas, c'est de l'eau, en fait, qui ne sera pas disponible pour les communautés locales, parce qu'il y a toujours aussi des partages, des conflits qu'il y a entre les différents usages. Et ce qu'on voit de plus en plus, planétairement parlant, le type de conflit, c'est les usages urbains et les usages agricoles. Donc, comment est-ce qu'on partage une ressource en eau dans ces cas-là? Donc, si l'industrie alimentaire prime sur l'accès à l'eau par rapport à une ville, consommer des oranges du Maroc, c'est consommer l'eau des Marocains, nécessairement. Tu es en train de donner toute une autre perspective parce que souvent on dit il faut manger local pour plein de raisons, l'empreinte carbone, etc. Là, tu es en train de me dire, en plus de ça, on prend l'eau de ces gens-là qui en ont déjà pas beaucoup. En fait, il y a comme une partie de moi qui me sent très mal à l'aise avec ça, là. C'est puissant quand même. Et on le permet aussi en permettant, en fait, la production de ces aliments-là sans prendre en considération l'empreinte hydrique, donc l'impact que ça a sur la ressource en eau. On permet, en fait, ce pillage de cette ressource-là. Donc, le Chili rationne l'eau des Chiliens depuis plus de 10 ans, alors que 92% de l'eau qui est prélevée dans l'environnement est à des fins d'agriculture industrielle. Donc, les raisins qu'on achète ici, les pommes, les bleuets. Donc, consommer ces aliments-là, c'est empêcher les Chiliens de pouvoir profiter de leur eau pour leur propre usage à eux. On est vraiment dans la question du sud global, du lien nord-sud. Bon, je ne sais pas si le Chili, on le voit comme sud ou nord, mais en tout cas, oui, ce lien international. Alors ça, pour moi, je trouve que c'est complètement... on ne le voit pas du tout. Alors là, dans l'esprit, c'est très, très loin de nous. Oui. Et est-ce qu'il y a... On le calcule comment, cette empreinte? Ça veut dire quoi, une empreinte? On la mesure, j'imagine, il y a des scientifiques qui sont amusés à mesurer ça. C'est quoi les indicateurs? C'est très intéressant. Il y a différents modèles, mais disons, un des modèles que j'ai eu la chance de lire a été développé par un chercheur. En fait, celle que j'ai lue a été développée par quelqu'un d'ici, donc chercheur Sébastien Sauvé, qui détaille finalement notre consommation d'eau en 3 types d'eau, donc l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. Donc, l'eau bleue, c'est l'eau naturellement dans l'environnement. Lacs, rivières, eau souterraine. L'eau verte, c'est celle qui tombe sous forme de pluie. Donc, on pourrait dire que c'est l'eau renouvelable. C'est l'eau nouvelle qui entre dans le système du cycle de l'eau. Et l'eau grise, c'est celle qu'on rejette. Donc, on peut s'imaginer une papetière. Donc, une industrie qui utilise de l'eau utiliserait en fait de l'eau de l'environnement. Donc, son empreinte hydrique, ça serait la quantité d'eau qu'elle prélève de l'environnement. Elle est très consciencieuse de l'environnement, donc elle s'est mis des super bassins de rétention d'eau de pluie. Donc, sa consommation d'eau serait celle de l'environnement qu'elle puise plus celle qu'elle reçoit de la pluie. Et à ça, on ajoute l'eau grise. Donc, l'eau grise, c'est la quantité de contaminants qu'elle jette dans l'environnement. Mais comme ces contaminants-là sont rejetés dans une rivière, on va additionner l'eau de cette rivière qui est nécessaire pour diluer les contaminants. Oui, il faut donc, oui, parce que si on jette des contaminants dans la rivière, il faut que les contaminants soient au-deçà d'un seuil établi pour la santé humaine et des écosystèmes. Donc, ça prend une quantité d'eau pour diluer cette contamination-là. Donc, une industrie qui produirait beaucoup de contaminants aurait une grosse empreinte hydrique parce qu'elle prendrait beaucoup d'eau dans la rivière pour diluer ces contaminants. D'ailleurs, l'eau, c'est une des 9 frontières planétaires. Il y en a 6 qui ont été dépassées. C'est la 6e à avoir été dépassée.
Puis quand on regarde les 6 qui ont été dépassées, elles sont directement liées énormément soit à l'urbanisation, soit à l'agriculture, soit les deux. En fait, c'est souvent les deux. Donc finalement, tu es en train de nous dire 60% de cette eau en agriculture est directement en lien avec l'agriculture. Donc là, on voit que le dépassement de cette frontière planétaire est lié à l'agriculture. Il faut qu'on réfléchisse notre façon de faire de l'agriculture autrement. J'imagine la régénération des sols va en parler. Est-ce que toi, de votre côté, vous avez quelques conseils en termes de techniques agricoles quelconques ou... Je pense que de voir qui utilise l'eau est un bon départ pour voir où est-ce qu'il faut agir pour réduire notre consommation. Mais l'eau, elle existe. Donc, même si on regarde tous les usages qu'on a aujourd'hui, on est capable de se conserver suffisamment d'eau. C'est vraiment la façon qu'on aménage notre territoire, nos capacités à retenir l'eau quand elle nous arrive sous forme de pluie, qui va nous permettre finalement d'alimenter tous les usages qu'on a. Effectivement, l'agriculture peut être revue pour diminuer les besoins en eau. Donc, faire de l'agriculture dans un désert, c'est peut-être plus la bonne façon à faire non plus. Il y a des techniques également de bâches pour maintenir l'humidité au niveau du sol, des gouttes à gouttes. Donc, la Californie a fait énormément de recherches justement pour réduire leur consommation d'eau. C'est normal, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à autant d'eau que nous ici. Donc, ça a poussé l'innovation pour réduire. Mais malheureusement, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une obligation, soit gouvernementale ou financière, à mettre de l'avant ces mesures-là, on n'est pas encore tenté de les faire. Donc, au Québec, c'est pas payant pour un agriculteur d'investir dans de la réduction de consommation d'eau parce que l'eau est encore trop facilement disponible pour l'agriculture. Donc, mais en même temps, on a suffisamment de précipitations au Québec pour juste revoir la façon dont on aménage notre territoire pour s'assurer un approvisionnement responsable et sécuritaire pour l'agriculture de demain. Donc, oui, l'agriculture consomme énormément d'eau. Oui, on doit agir à ce niveau-là, mais pas seulement. Il faut vraiment aussi revoir l'aménagement du territoire dans l'ensemble pour permettre la rétention d'eau pour les usages futurs. Les limites planétaires, c'est hyper inquiétant parce qu'on est à 3,4 milliards d'humains qui ont, pendant plus d'un mois dans l'année, qui n'ont pas accès sécuritairement à un accès à l'eau. On est à la moitié presque de la planète qui vivent une rupture d'approvisionnement d'eau de 1 mois par année. Et ces chiffres-là sont les chiffres pour 2050, on prévoit 5 milliards. Donc, on maintient en fait au rythme actuel à la moitié de la planète. C'est directement lié finalement à l'assèchement des continents puis à la façon qu'on a aménagé le territoire et à la surutilisation dans l'agriculture. Évidemment, l'eau aussi, le manque d'eau va nuire à l'approvisionnement en aliments, donc va générer nécessairement aussi des famines qui vont avec. Non? Je voulais qu'on revienne juste un tout petit peu aux tourbières, parce que les tourbières, c'est des milieux naturels on en a beaucoup au Québec, au Canada. Il n'y en a vraiment pas partout dans le monde. Ça vient des glaciers, de ce que je crois. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des tourbières? Puis je voulais faire le lien avec l'agriculture et l'utilisation de la tourbe en agriculture. C'est quoi ce milieu humide-là qu'on a de partout? En fait, les tourbières nous proviennent effectivement de la dernière période de glaciation, donc il y a 10 000 ans pour ce qui est du Québec. C'est vraiment la matière organique qui s'est décomposée sous la pression des glaciers dans un contexte physico-chimique particulier. Qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui? En fait, ces tourbières-là, c'est d'un pouvoir éponge incroyable. Donc, elles ont une capacité, en fait, à absorber des quantités importantes d'eau dans des espaces plus ou moins confinés également. Donc, il n'y a pas les mêmes problématiques, finalement, que, disons, une forêt ou un champ qui déborderait pour créer une inondation. Donc, la tourbière a une forme de cuve qui permet de se remplir beaucoup d'eau et de filtration. Donc, c'est un pouvoir nettoyant, finalement, pour les eaux. Donc, au fur et à mesure où l'eau traverse les tourbières, ben c'est une eau qui a été purifiée, qui s'en écoule. Un cas très près d'ici, en fait, juste dans le sud de la Naudière, on a la tourbière de Lanoret, qui est un des plus gros complexes humides là, du Grand Montréal. Donc,
un endroit très fascinant qui approvisionne en eau le secteur agricole du sud de la Naudière. Donc, les agriculteurs du secteur comprennent très bien là, à quel point la tourbière est importante pour eux parce que on a une agriculture maraîchère qui demande de l'eau, mais les 4 ruisseaux, en fait, qui proviennent de cette tourbière-là, permet finalement à tous ces agriculteurs-là de pérenniser leurs activités pour les prochaines décennies. Puis, en fait, en agriculture, partout dans le monde, depuis, je pense, à peu près 50 ans, on va utiliser la tourbe qu'on va récupérer pour mettre dans nos terreaux. Je sais qu'une des blagues qu'on fait des fois en lien avec les agriculteurs, c'est de dire, c'est comme si on utilisait, parce que vu que ça date de l'époque glaciaire, c'est comme si on utilisait des briques de pyramides d'Égypte pour créer un petit cabanon. Parce que finalement, ce terreau, nous, on va le mettre dans nos plantes, on va faire notre petit jardin, etc. Mais là, on vient de détruire ces milieux humides. Et puis, aujourd'hui, les agriculteurs savent plus vraiment comment faire autrement, pour plein de raisons. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est utilisé partout dans le monde. Et en fait, des tourbières, il y en a juste globalement au Canada et en Russie. C'est les endroits où il y avait les grands glaciers, c'est ça. Et puis, on est en train de les détruire pour l'agriculture. Ça fait vraiment un non-sens. Puis, règle normale, si on n'avait pas surutilisé nos terres agricoles, on n'aurait pas des besoins d'ajouter de la tourbe. Donc, le sol vivant, donc riche en matière organique, riche en biodiversité autour, qui s'alimente en fait du compost finalement des années précédentes, n'a pas besoin de tourbe en excès comme ça. Donc, oui, c'est vrai, on est en train de puiser sur une réserve qui nous date de 10 000 ans pour tenter finalement de sauver les sols qu'on a mis à sec par de l'agriculture intensive. Et tu sais, on fait exactement la même référence avec l'eau, parce que même si la pluie nous amène énormément d'eau, si on regarde le bassin des Grands Lacs, qui est d'ailleurs la deuxième plus grosse réserve d'eau douce au monde, dans lequel près de 10 millions de Canadiens puisent leur eau potable, donc les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, bien, ce bassin versant-là ne se renouvelle en eau que de 3 % par année. Tout le reste de l'eau, en fait, nous provient aussi de la période glaciaire. Donc, on dit que c'est une ressource en eau. C'est pas une ressource, c'est une réserve. Oui. Ça nous a été donné de la dernière période de glaciation et la majorité des lacs du Canada, c'est la même provenance. Donc, si on surutilise l'eau de ces plans d'eau-là, donc si on va au-delà de ce que la pluie nous amène, bien, on puise dans nos réserves et ces réserves-là ne reviendront pas. C'est fini après. Ben merci. Je voulais qu'on aille un petit peu dans la partie floraison. Au secours, c'est quoi? C'est né comment? De qui? C'est quoi son rôle? Là, on commence à comprendre un peu plus qu'il y a des enjeux d'eau au Québec aussi. Est-ce que tu peux nous parler d'Au Secours? Oui, bien sûr. Donc, Au Secours, c'est né d'une coalition en 1997, donc fait plus de 25 ans. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'administration publique, donc la mairie de Montréal, à cette époque, était en pourparlers avec des sociétés françaises afin de privatiser les infrastructures en eau. Donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le volet infrastructure en eau, donc tout ce qui traite l'eau en eau potable et tout ce qui traite les eaux usées avant de les rejeter dans l'environnement, c'est détenu par les municipalités et c'est en très, très, très grande majorité au Québec détenu par les municipalités, donc publiques. Dans les années 90, il y a eu un mouvement en Europe de privatisation de ces infrastructures-là et la mairie de Montréal étant pour parler. C'est venu chercher les Québécois cette histoire de privatisation-là et il y a une grosse mobilisation qui s'est formée au niveau des syndicats. Il y a beaucoup de gens aussi issus des médias. Les artistes se sont accaparés, en fait, le dossier de protection de l'accès à l'eau et ont créé une coalition. Et ça a si bien fonctionné, cette coalition-là, que la Ville de Montréal n'a jamais privatisé ses eaux. C'est demeuré public et aucune ville, en fait, au Québec, n'a été privatisée non plus dans ses services en eau. Donc, ça a eu vraiment un effet là, de grosse mobilisation citoyenne pour protéger, oui, les infrastructures, mais pas que, parce que les infrastructures, ce que ça représente au final, c'est un accès
juste et équitable. C'est un maillon particulier du cycle de l'eau pour l'humain. Pour l'humain, donc, puis tant son temps que c'est administré par une instance publique, la vision à long terme va toujours primer sur le développement économique. Donc, le but d'une ville, c'est d'offrir ce service-là longtemps à ses citoyens, non pas de faire de l'argent à court terme comme le ferait une société privée. Donc, ça fut une belle victoire. Suite à ça, plusieurs autres combats sont arrivés dans l'histoire de Haut Secours, donc notamment la lutte à la bouteille d'eau. Alors oui, raconte-nous cette histoire rapidement. Bien, en fait, ça vient en complémentaire aux infrastructures en eau. Donc, tant son temps qu'une municipalité a le mandat d'offrir de l'eau de qualité au robinet à tous ses citoyens, nul besoin de l'embouteiller, de la mettre dans un contenant de plastique pour boire de l'eau. Donc, dans les pays où on a un mauvais investissement dans les infrastructures, les citoyens sont obligés de consommer de l'eau en bouteille. Donc, ils sont obligés de payer pour de l'eau. Et généralement, ces bouteilles-là sont commercialisées par des grandes bannières comme Coca-Cola, Pepsi, Nestlé. Donc, c'est Danone, c'est des grosses bannières. En obligeant les citoyens, en fait, à acheter de l'eau en bouteille, finalement, on finance indirectement ces sociétés-là. Au Québec, on a fait le choix d'investir dans nos infrastructures publiques pour donner un accès juste, équitable et abordable à tous les citoyens. Donc, c'est complètement un non-sens qu'en parallèle, on fasse la promotion d'une bouteille d'eau. Et le contenu de la bouteille d'eau est moins bon, en fait moins sécuritaire pour la santé parce que ça a été prouvé, il y a plusieurs études qui ont révélé la présence de plastique, finalement de microplastique dans l'eau, en plus d'être très cher, parce que finalement c'est beaucoup plus cher que de se prendre un verre d'eau au robinet. Et il y a un impact écologique lié à ça parce que oui, il y a une bouteille de plastique qui est produite, mais en plus, la prise d'eau, en fait, de l'eau qu'on a mis en bouteille, ben on ne sait pas finalement c'est quoi son histoire. C'est un peu comme la pomme du Chili. Donc, si on achète la bouteille d'eau Evian qui nous provient des Alpes françaises, qui vivent des pénuries d'eau, des sécheresses année après année, est-ce que c'est normal que cette bouteille-là soit vendue au Québec alors qu'on a de l'eau fraîche en fait en abondance? Ça n'a pas de sens. Donc, en plus d'alimenter un commerce en fait sur une ressource finalement qui est commune, qui est disponible, on devrait simplement ouvrir le robinet puis se servir notre eau municipale. Des fois, on entend des gens qui disent oui, mais elle est meilleure parce qu'elle vient de tel glacier ou de telle nappe phréatique ou je ne sais quoi. Il y a certaines eaux d'esquerre ou d'eau naturelle qui ont probablement un meilleur goût qu'une eau municipale, mais le simple fait d'être transvidée dans une bouteille de plastique la rend finalement non sécuritaire pour la consommation humaine. On ne fait que commencer à comprendre les effets nuisibles que ça a sur la santé, la présence du plastique dans notre alimentation. Donc, pourquoi favoriser une eau qui se veut soi-disant meilleure pour la santé, c'est dans un contenant de plastique? Et puis, de ce que je crois avoir vu sur votre site, il y a une partie de nos eaux embouteillées qui sont directement de l'aqueduc. Donc, en fait, c'est pareil que nous d'ouvrir notre robinet chez nous. Exactement. Donc, il y a des compagnies comme notamment Pepsi qui sont branchées sur l'aqueduc de Montréal. Ce qui fait que, disons qu'un citoyen montréalais achète une bouteille d'eau, ce type de bouteille d'eau-là en supermarché, au final, il va payer 3 fois sa bouteille d'eau. Donc, il va la payer une première fois au supermarché quand il l'achète, mais il la paye une deuxième fois parce que l'eau qui a été mise dans son contenant, mais en fait, c'est ses taxes municipales qui ont payé pour les infrastructures. Puis en fait, il va la payer une troisième fois parce que le contenant de plastique, il va devoir la mettre au recyclage ou si ça lui tente pas, à la poubelle. Et c'est encore un camion de la municipalité qui va venir chercher le contenant. Et ça aussi, c'est payé par ses taxes municipales. Donc, finalement, il va avoir payé 3 fois, 3 services finalement pour sa bouteille d'eau plutôt que d'avoir payé un maigre dixième de centime pour un verre d'eau du robinet. Je vais être un peu provocatrice exprès, mais c'est tellement pratique, tu vois, l'été quand on veut aller faire du camping, d'acheter la grosse bouteille d'eau, puis éventuellement acheter plein de glace comme ça déjà prêt pour rafraîchir mes bières. Cette eau, elle va me servir quand même à cuisiner mes pâtes et puis ou mon riz, enfin bref. Et de l'autre côté, bah, c'est pour mes boissons. C'est quoi les alternatives? Je fais exprès parce que je le vois à plein de gens en environnement qui sont quand même en train de faire ça. Mais en fait, c'est un peu en fait justement là où
infrastructure publique, promotion de l'eau municipale pour éliminer la bouteille d'eau. Donc, on a conscience que tant aussi longtemps que l'eau municipale va être disponible, on peut avoir un discours contre la bouteille d'eau. Et si l'eau devient indisponible, le seul recours, c'est la bouteille d'eau. Donc, comment faire pour bannir la bouteille d'eau? En rendant l'eau municipale plus disponible. Et une des revendications, une des choses qu'on demande au secours auprès des municipalités, c'est rendez votre eau municipale disponible et soyez-en fiers. Paris a créé Eau de Paris pour contrer justement ces restaurateurs qui ne voulaient que vendre de l'eau embouteillée dans leur restaurant. Maintenant, ils en sont fiers de l'eau de Paris, qui est maintenant à 100% publique également. Et quand on va dans un restaurant à Paris, on peut demander l'eau de Paris, qui est ni plus ni moins que de l'eau municipale. Donc, ils vont donner un pichet d'eau qu'ils auront ouvert du robinet, une carafe, puis on a, comme ça, là, on a l'eau de Paris. Donc, ce qu'on demande aux municipalités, c'est de prévoir des points de remplissage. Donc, si vous êtes une municipalité qui est touristique, bien, prévoyez un lieu de remplissage pour que les gens puissent venir remplir leur réservoir, leur bidon d'eau. Prévoyez également des stations de remplissage de bouteilles d'eau dans les événements. Donc, plusieurs municipalités du Québec ont créé des stations d'eau, donc avec des lavabos pour se laver les mains, avec des lieux de remplissage et des toilettes mobiles. Donc, donner accès à des services de base en lien avec l'eau et l'assainissement et des besoins sanitaires à la population le plus souvent possible va éviter d'être obligé de payer, en fait, des entreprises privées pour des bouteilles d'eau. En fait, est-ce que c'est un lien avec les communautés bleues? En fait, actuellement, on travaille avec la ville de Nicolette, puis c'est la 3e communauté bleue du Québec. Elle est très fière de ça, puis c'est justement tout ça qu'elle travaille aussi, le fait que dans tous les festivals, etc., il y a accès à de l'eau, etc. Les communautés bleues, ça vient d'où? Il y a combien de municipalités qui font ça? Est-ce qu'Au Secours est derrière la communauté bleue? Effectivement, c'est directement en lien. En fait, au Canada, on a une grande dame, une grande défendresse de l'eau qui s'appelle Maude Barlow. Maude Barlow a travaillé, a déposé en fait une motion aux Nations Unies. Donc en 2010, c'est elle qui a déposé une motion spéciale demandant la reconnaissance du droit humain à l'eau. Donc étant une ressource indispensable, vitale, c'est tout à fait normal finalement de la reconnaître comme étant un droit humain. Donc cette motion a été adoptée à la majorité, mais quelques pays se sont abstenus, en fait, d'appuyer cette motion, dont le Canada. Quand Mme Barlow est revenue dans son pays, en fait, elle était tellement offusquée de voir que son propre gouvernement n'avait pas appuyé cette motion qu'elle s'est dit que si ça ne peut pas venir des gouvernements, il faut que ça vienne de la population. Et elle a créé, avec le Syndicat canadien de la fonction publique et le Blue Planet Project, qui est un réseau international pour la protection de l'eau, le projet Communauté Bleue. Donc, ce projet-là, c'est un outil de mobilisation citoyen. Donc, c'est vraiment mis à disposition des citoyens qui veulent interpeller leur municipalité à prendre 3 engagements. Le premier, c'est de reconnaître le droit humain à l'eau. Là, depuis, le Canada a appuyé la motion, donc on n'est plus dans cette demande depuis auprès du Canada, mais concrètement, bien, en fait, c'est symbolique, reconnaissance du droit humain à l'eau. Plus tard, ça pourra prendre forme dans des textes de loi et de règlements de façon plus concrète, mais déjà d'avoir un appui symbolique de notre municipalité sur ce droit-là. La deuxième résolution, en fait, c'est de bannir la vente d'eau embouteillée. Okay. Donc, de vraiment trouver des solutions alternatives à la vente d'eau embouteillée. Donc, la municipalité qui adopte cette résolution-là ne doit plus vendre ou distribuer de l'eau embouteillée dans ses installations et dans les événements qui sont financés par la ville. Donc, on peut s'imaginer les patinoires, les arénas, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste ou autres célébrations qui seraient financées par la municipalité. Il n'y a plus de vente d'eau embouteillée, donc la municipalité doit trouver une façon, en fait, de rendre disponible son eau municipale. Et en parlant d'eau municipale, la 3e résolution, en fait, c'est de maintenir la propriété et la gestion des infrastructures au public. Donc, la ville demeure la propriétaire et la gestionnaire de ces infrastructures d'eau potable et d'eau usée, donc des égouts.
Cette dernière résolution était évidemment là pour contrecarrer les élans de privatisation qu'il y avait eu et qui y a sûrement à venir. Là. Qui continue toujours là, de menacer certaines villes ailleurs. Là. Il y a combien de communautés bleues au Québec actuellement, plus ou moins? On est rendu à près d'une cinquantaine. Okay. Montréal est communauté bleue depuis 2019. Okay. Elle ne l'affiche pas ouvertement, mais nous suivons beaucoup ces stratégies, ces politiques publiques de l'eau. Et c'est toujours, en fait, un des objectifs là, de vraiment tenter de donner accès au maximum. On le voit là, via les différents événements. Il y a plusieurs stations d'eau qui sont déployées et autres. La Ville de Québec est à venir également cet été comme prochaine communauté bleue. Je vois le lien, mais ça n'a peut-être rien à voir. C'est quoi la gouvernance de l'eau? Est-ce que justement, ça, c'est un outil pour parler de la gouvernance de l'eau? Le terme de gouvernance est très large. Donc, disons qu'on l'encadre ici sur comment est-ce qu'on administre l'eau au Québec, comment est-ce qu'on donne les droits. Donc, c'est très particulier. L'eau, c'est une ressource déjà qui est partagée entre le fédéral et les provinces. Okay. Donc, c'est pas proprement les provinces qui administrent l'eau. Au niveau fédéral, on a tout ce qui est navigation, habitat du poisson. Donc, il y a vraiment une facette, finalement, de l'eau qui relève du fédéral. Au niveau du provincial, il y a beaucoup de choses qui se font, mais si on pouvait résumer les points les plus importants, c'est que dans les années 70, on a fait une grande consultation au Québec sur comment est-ce qu'on devrait gérer notre eau, en fait, comment est-ce qu'on devrait l'administrer. Et suite à une grosse consultation, il y a 2 points marquants qui sont sortis. Le premier, c'est que l'eau doit être gérée par bassin versant. Donc, on l'a vu au début, l'eau, c'est l'entonnoir qui percole. Et le deuxième point, c'est que l'eau n'est pas une marchandise. De ça est née la politique québécoise de l'eau, notre première politique, dans laquelle on a décidé de diviser le territoire du Québec en 40 grands bassins versants, okay. Lequel a chacun son OBV, donc son organisme de bassin versant, qui assure une gestion intégrée de la ressource. Et le deuxième point, c'est qu'on a établi la loi sur l'eau, qui est apparue en 2009. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est que l'eau est, en fait, au sens légal, c'est chose commune. Donc, ça fait étrange parce qu'on dit que c'est une chose, mais pour les juristes, ça veut dire chose commune, c'est que c'est pour faire une distinction d'une marchandise. Okay. Donc, l'eau du Québec n'est pas appropriable. Personne n'est propriétaire de l'eau au Québec. On a des gestionnaires d'eau. Donc, le ministère de l'Environnement peut donner des permis de captation. Quelqu'un peut avoir un permis de captation, il a le droit de prélever une certaine quantité d'eau. Une fois qu'elle est prélevée, cette eau-là lui appartient. Mais l'eau dans l'environnement n'appartient à personne. Nous avons un devoir collectif de protéger cette ressource-là, mais elle n'est pas marchandable. La distinction, en fait, de d'autres provinces ou de d'autres États, c'est que quelqu'un ne peut pas vendre finalement un quota d'eau, comme on peut voir ça en ce moment en Californie. L'autre fait intéressant, c'est que dans un cas de pénurie d'eau, le ministre de l'Environnement a le pouvoir en tout moment de dire je vous révoque vos permis de captation d'eau pour laisser. Oui. Il ne fera pas nécessairement parce que c'est complexe. Il y a des défis pour notamment les secteurs industriels, les institutions. Mais il peut changer ses priorités. Mais il pourrait changer au fil des années les priorités, exactement. Et on l'a vu dans les différentes réformes. Donc, il a donné un ordre hiérarchique entre les usages et les villes sont au premier rang. Donc, l'approvisionnement finalement des humains. Et au deuxième rang, c'est l'agriculture. Et bien évidemment, au-dessus de tout ça, c'est les écosystèmes. Donc, et pour les autres usages, en fait, c'est par la suite. Donc, on voit déjà au niveau du ministère de l'Environnement la priorisation qu'il donne aux usages de l'eau. Après, pour la mise en œuvre concrète, c'est plus complexe. Ça demande beaucoup plus, beaucoup plus de magie, disons, là, dans nos lois et règlements pour être en mesure concrètement de mettre ça là, au niveau de chacun des bassins versants. J'ai vu récemment, puis je redate le balado, on est le 15 juillet 2025, j'ai vu récemment qu'il y avait une proposition de loi ou quelque chose qui... Alors je me souviens plus des termes, mais à mes oreilles, ça semblait tout doux. Puis j'ai vu qu'au secours s'est positionné contre en disant notre loi actuelle est meilleure que ce qui est proposé. Donc il y a
C'est quoi exactement cette affaire? Puis tu pourrais nous en parler un petit peu, je pense. En fait, ce qui était proposé, auquel on a entendu parler, rien de nouveau, c'est cyclique, ça revient souvent, c'est la nationalisation de l'eau. Donc, au Québec, on est vraiment fiers, en fait, de Hydro-Québec, notamment, qu'on a réussi à nationaliser. Donc, et c'est facile de s'imaginer que, le faire avec l'eau, ça serait intéressant, mais pour nationaliser quelque chose, en fait, c'est de donner la propriété au gouvernement. Donc, comme j'ai dit juste avant que l'eau n'était non appropriable, qu'elle n'était pas une marchandise, si on voudrait nationaliser l'eau, c'est qu'on lui retire son statut de chose commune pour en donner la possession au gouvernement du Québec. Qui dit possession publique, dit possession privée. À partir du moment où quelque chose est marchandable, cela peut devenir privatisé. Et comme on a vu que l'eau suit un cycle, où trancher la possession de l'eau? Est-ce l'eau des lacs, des rivières, mais ça ne comprend pas l'eau qui est dans le sol, ou est-ce que ça comprend l'eau qui est dans les organismes vivants? Donc, l'eau étant un élément omniprésent dans l'environnement, c'est pas souhaitable d'en faire une marchandise parce que ça peut vite devenir compliqué. À qui appartient l'eau de pluie? Donc, il y a des gros débats en ce moment en Californie, donc la superficie d'un toit collecteur de pluie, parce que comme l'eau souterraine appartient déjà à quelqu'un d'autre, donc laissons l'eau à son élément naturel n'étant pas une marchandise et laissons la nationalisation pour les choses en fait qui sont anthropiques, donc les infrastructures qu'on a construites. On pourrait nationaliser nos infrastructures de traitement d'eau, on pourrait nationaliser les barrages comme on l'a fait, mais on ne peut pas nationaliser l'air, les arbres et l'eau. Donc on est vraiment dans la question du commun, qui est ni public ni privé. Puis tu es en train de me dire que l'eau au Québec est déjà un commun de loi, en fait. Parce qu'on parle, je sais que dans le monde des communs, on va parler qu'il faut qu'une rivière devienne un commun, etc. Mais je me rends compte en discutant avec toi que l'eau, en général, est déjà un commun par la loi même. Exactement. Au Québec, l'eau fait partie du patrimoine commun de la société. C'est le niveau de protection le plus élevé qu'on pourrait lui donner en ce moment, donc n'y touchons pas. Oui, hein, c'est ça. Travaillons sur les angles morts, travaillons sur les actions en fait à porter pour promouvoir la protection de l'eau, mais ne touchons pas à son statut juridique. Je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde qui sommes en train de nous écouter, puis c'est quoi les petits gestes? C'est juste pour se donner un ordre d'idée. Je lave ma voiture la fin de semaine, je remplis ma piscine. Faut que j'arrête, faut pas que j'arrête. C'est un geste tellement négligeable. Ah oui, c'est bien quand même. Je suis pas fan de parler des micro-gestes, mais je trouve l'eau est tellement omniprésente que j'ai quand même envie juste de donner un petit regard là-dessus. En fait, le Québécois est le plus gros consommateur d'eau au monde. Ouais, hein? Ça vient avec notre patrimoine en eau, donc on n'a jamais eu à se restreindre, donc on a pris des mauvaises habitudes. On a pris des mauvaises habitudes et on a aménagé également notre territoire en n'ayant pas de restrictions par rapport à l'eau. Donc, le gazon, c'est une surface, en fait, qui demande beaucoup d'eau. C'est quelque chose qui nous vient de nos racines anglaises. Donc, en Angleterre, on pouvait faire pousser du gazon, mais c'est un peu inadapté, en fait, pour le climat qu'on connaît aujourd'hui dans le sud du Québec. Oui, dans notre métier, c'est ridicule, hein, le gazon. On dit, mais il faut arrêter ça. Donc, la première chose que je dirais aux citoyens, c'est, et de un, respecter la réglementation municipale. Les infrastructures municipales ont des capacités limites. Dans certaines municipalités, les capacités sont déjà atteintes, limite. Okay. Dans d'autres municipalités, il y a de la marge. Donc, si votre municipalité met des mesures de restriction d'eau, c'est que c'est important. Donc, réduisez massivement votre consommation d'eau pendant ces périodes de pointe-là. Et effectivement, au quotidien, il y a des gestes qu'on peut éviter pour réduire notre consommation d'eau. Tout est public en matière de consommation d'eau au Québec. Donc, il y a des bilans qui existent. J'invite les citoyens qui veulent en savoir davantage à écrire à Eau Secours. On pourra vous guider là-dessus. Mais on peut voir notre consommation moyenne par habitant et se situer par rapport à des moyennes. Donc,
cesser d'arroser le gazon, aménager son espace, son jardin avec des plantes qui vont retenir l'eau de pluie, qui vont nous permettre d'évapotranspirer pour rafraîchir et qui n'auront pas besoin d'arrosage nécessairement. Aménager des jardins de pluie, donc des jardins en forme creuse pour permettre de retenir l'eau. Donc, on évite les inondations et en même temps, on s'assure d'avoir de l'eau pour les journées plus chaudes. Réduire sa consommation d'eau à la maison, ça peut être réparer les fuites. Donc, ça fait partie des choses qui sont très, très, très gros consommateurs d'eau. Donc, un robinet qui coule, une toilette qui fuit, sont des choses qui peuvent doubler notre consommation d'eau quotidienne. Donc, vraiment réparer les fuites et utiliser des électroménagers qui demandent moins d'eau sont des petits gestes. Une des infrastructures aussi qu'on a à la maison qui est très gourmande en eau, c'est la piscine. Donc, une des approches qu'on a aussi avec les municipalités, c'est promouvoir le commun. Les piscines publiques, les jeux d'eau pour enfants sont des infrastructures à promouvoir un maximum parce que tant son temps qu'il va y avoir des accès publics, les gens n'auront pas à se rabattre sur des solutions individuelles qui requièrent beaucoup d'eau. Donc, si tout le monde a une piscine individuelle, la consommation d'eau va avec, tandis que si on a des piscines dans chacun des quartiers, bien, c'est un bien commun finalement qui est partagé. Également autour de nos plans d'eau naturels, donc de rendre ces endroits-là plus accessibles à la baignade va faire que les gens n'auront pas autant besoin en fait de se rabattre sur des solutions individuelles. Le commun, le partage. On va aller vers la fin, on va aller sur la partie récolte. Si tu avais les ressources illimitées, sans jeu de mots avec l'eau, budget illimité, mais même au-delà de ça, c'est quoi, ça serait quoi ton idéal? T'aimerais qu'il se passe quoi? Tu ferais quoi? Il faut impérativement reverdir finalement nos espaces de vie, nos espaces agricoles pour ramener la vie finalement dans les endroits où on a tout défriché. On n'a pas du tout parlé des connaissances autochtones et de la façon de vivre autochtone, semi-nomade ou nomade, parce qu'il y avait certains qui étaient sédentaires, donc qui faisaient de l'agriculture. Est-ce que on a quelque chose à apprendre de ces peuples-là? Est-ce que vous vous en inspirez? Les peuples autochtones vivent vraiment beaucoup en grande harmonie avec leur territoire. Donc, ils avaient déjà cette conscience-là dans leur façon de faire que l'eau circule. Donc, il y avait déjà un certain respect entre l'eau qu'on rejette ou ce qu'on met dans l'environnement par rapport à ce qu'on utilise. Je pense qu'on aurait dû les écouter beaucoup plus. Donc, ces gens-là s'abreuvaient directement dans les lacs et les rivières avant qu'on arrive. On a perdu cette capacité-là. Maintenant, ça prend des ouvrages monstrueux pour purifier l'eau avant d'être en mesure de le boire. Donc, ramener nos prises de décision vraiment sur qu'est-ce qui se passe localement, comment aménager localement, je pense que ça ferait du bien aussi, là. Prendre conscience, en fait, que le monde qui nous entoure, on en a besoin et non pas que ce monde-là a besoin de nous, là. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à s'engager, pourquoi s'engager en fait aujourd'hui? Moi, je pourrais pas m'imaginer en fait mettre mon temps ailleurs que d'améliorer finalement. Même si chaque petit geste, on a l'impression que ça avance pas, c'est pas une raison en fait pour aller faire autre chose. Les solutions, ils existent. Puis ce qu'on a besoin justement dans le commun, c'est que tout le monde participe à la juste mesure de ce qu'il est capable de donner. Si on tourne tous le dos aux solutions, bien les solutions ne seront pas mises en place. Donc, je pense que c'est vraiment important que tout le monde s'implique parce que c'est aussi en s'impliquant où on voit les effets bénéfiques que ça peut avoir. Si on décide de nier, en fait, et de ne rien voir de tout ça, bien on va manquer probablement les plus belles choses de la vie. Donc, impliquez-vous. Vous allez être aux premières loges pour constater les changements positifs qui vont avoir lieu. Une dernière question, c'est pour un professionnel de l'alimentation, de la production à l'assiette, large, c'est quoi l'élément ou l'angle mort que dans ton métier tu connais, qu'on devrait tous prendre en considération lorsqu'on réfléchit à notre métier et à notre travail autour de l'alimentation? Moi, je prêche pour ma paroisse, ça fait que c'est certain que je vais vous parler de l'eau, mais de justement voir qu'on peut
s'assurer un approvisionnement sécuritaire en eau si on voit ça comme dans un cycle fermé à notre échelle. Donc, valoriser vraiment la rétention d'eau, c'est vous assurer finalement d'avoir de l'eau pour les prochaines années. Votre voisin va peut-être en manquer, vous allez en avoir suffisamment. Donc, puis protéger l'eau pour le suivant également. L'agriculture biologique, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais de faire de l'agriculture biologique, c'est de prévenir le rejet de pesticides, d'insecticides dans nos cours d'eau et donc dans notre eau potable. Donc, les usines de traitement d'eau potable sont pas tous performantes à 100% pour retirer ça. Donc, la santé humaine, c'est dans les aliments qu'on mange, c'est dans l'eau qu'on boit, c'est dans le métier aussi qu'on fait. Donc, prôner l'agriculture biologique, c'est aussi de permettre à des employés de travailler dans un environnement sans produits chimiques également. Donc, vraiment de considérer le tout dans un esprit peut-être systémique. Là. Il y a rien qui se fait en vase clos. Tout est interconnecté. Donc, il faut juste, quand on fait quelque chose, essayer de voir les impacts que ça a sur le reste. Hein. Est-ce que vous faites de la consultation dans ce sens-là? Si nous, on veut faire un projet, est-ce qu'on peut venir vous voir? Puis, je sais pas, ça se passe comment? Malheureusement, non. On n'a pas encore personne dans ce secteur-là. Par contre, on tente de produire cette année un guide d'évaluation pour les municipalités. Donc, peut-être qu'on pourra faire une prochaine édition en milieu agricole. Mais l'intérêt cette année, c'était d'interpeller les citoyens, en fait, et les élus municipaux sur quoi faire pour améliorer leur note de performance sur la protection de l'eau dans leur municipalité. Donc, ce sera un projet à venir en 2026, peut-être même 2027, à suivre. Donc, à suivre. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous suivre. Vous pouvez partager si ce balado vous a plu et faire découvrir Rebecca et également Au Secours. À très bientôt pour un autre épisode de Terroir Fertile.